Alors, je disais dernière ligne droite, c'est pas la plus simple, évidemment. C'est pas la plus simple, vous savez. L'intitulé de la table ronde qui était prévue, c'était « Voyager en pays musulman ». Avec ce qui s'est passé vendredi soir à Paris, évidemment, on a changé cet intitulé et on l'a, je dirais, ramené à quasiment sa plus simple expression, mais faut-il, ou en tout cas voyager dans des pays à risque aujourd'hui et ne pas limiter évidemment aux pays musulmans puisque la France est maintenant la cible des terroristes. Alors pour parler de tout ça, j'aimerais tout de suite appeler à mes côtés Jean-François Rial, PDG de Voyageurs du Monde. J'aimerais également appeler, et on est ravis parce que c'est quasiment la première femme sur une table ronde, Josette Siksik, qui dirige la lettre spécialisée Touriscopie. Josette, bonjour. Lourde responsabilité de représenter la gente féminine aux Journées des entrepreneurs du voyage. Vous vous asseyez, Jean-François, tu t'assieds où tu veux. Il y a 4 sièges, vous n'allez pas faire assaut de politesse. J'aimerais également inviter à nos côtés l'ambassadeur de Tunisie en France, Mohamed Ali Chi. Sous vos applaudissements. Et puis enfin évidemment, Jean-Pierre Masse, le président du SNAF, qui est la 4e personne de cette table ronde, 4e intervenant. Prenez place tous les 4. Alors je disais, une table ronde pas évidente, pas simple, puisque les derniers événements, il y a eu encore des derniers développements ce matin, je crois qu'on est tous au courant évidemment. Ce qui s'est passé, évidemment, va avoir des répercussions sur vos métiers, l'ensemble de vos métiers et sur l'envie ou pas de voyager des Français. Juste une chose avant de commencer, on a quand même vu ces dernières années, à chaque fois qu'il y a eu un attentat, et quel que soit le pays, on s'est rendu compte que les Français étaient plus sensibilisés que les autres aux risques sécuritaires. On le voit par rapport à la clientèle anglaise qui continue à aller en Égypte, par exemple. Est-ce que, d'abord, vous êtes d'accord avec ce constat? Est-ce que les Français sont plus sensibles que les autres? Et si oui, pourquoi? Quelles seraient les raisons? Qui veut prendre le micro là-dessus? Jean-François, tout de suite. Est-ce que tu es d'accord avec ce constat ou pas? Est-ce que les Français sont plus sensibles aux risques sécuritaires que les autres ou pas? C'est ce qui se dit. Globalement, oui, ouais. Même s'il faut être plus nuancé. Prenons l'exemple de l'Égypte. Les Français viennent moins en Égypte que les Anglais ou les Allemands, mais parce que les Français font du tourisme culturel, beaucoup plus que les Allemands ou que les Anglais. Donc forcément, ça a un impact, cette affaire-là. On voit aussi qu'en France, on a, je dirais, une communauté musulmane qui est plus forte, une communauté juive qui est plus forte. C'est d'ailleurs pour ça que nos adversaires nous attaquent aussi fort, je pense, c'est une des raisons clés. Et que donc, forcément, ces sujets-là sont plus souvent débattus, plus souvent discutés. On a aussi une grande histoire coloniale avec ces pays, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et d'autres pays, et qui font que je pense que la sensibilité de nos compatriotes est plus élevée que celle dans les autres pays, même si quand même, par exemple, les Anglais ont totalement fui la Turquie depuis quelque temps, parce qu'il y a eu beaucoup de reportages à la télévision britannique sur les Britanniques qui passent par la Turquie pour s'enrôler avec Daesh. Donc les choses sont plus nuancées qu'elles ont dans l'air, même si c'est vrai, on est globalement plus touché. En même temps, quand les gens partent dans des pays, les Anglais ou les Allemands ou les Russes, dans des zones qui sont plus vraiment des pays, qui sont des zones touristiques de soleil, on peut comprendre qu'ils soient moins touchés finalement. Bien sûr, il y a aussi l'engagement de la France sur la scène internationale qui est plus fort que la plupart de ces pays. Alors on va en reparler de tout ça. Josette? Moi, je ne suis pas complètement d'accord. Non, oui. Ça commence. Ce constat n'est pas un bon constat. Non, je pense qu'on fait de l'ethnocentrisme. Les Français ont peur, c'est vrai, mais les Coréens, les Japonais sont complètement terrorisés par ce qui se passe à Paris depuis déjà longtemps. Ouais. On avait quasiment 1 million de Japonais qui venaient à Paris. On est tombé en Île-de-France à 400 000. Une des raisons, puisqu'on l'a analysé, c'est quand même la peur. Les Américains sont terrorisés aussi, encore plus que les autres.
Donc après, bon, bien sûr, il y a l'histoire et bien d'autres pays. Les Chinois ne sont pas très tranquilles quand ils viennent chez nous aussi. À mon avis, il va y avoir, on le sait déjà, il y a déjà une désaffection. Donc, bien sûr, c'est l'histoire qu'on entretient avec ces pays, la médiatisation qui est faite du terrorisme qui peut effrayer. Mais les Français ne sont pas, à mon avis, loin de là, les plus craintifs. Jean-Pierre, d'accord ou pas d'accord avec ce constat ? Non, d'accord avec Josette, je partage ce point de vue. Les Français ne sont pas plus sensibles, c'est la médiatisation, l'exposition médiatique qui rend sensible. L'exposition médiatique de ce qui se passe en Tunisie est plus importante en France qu'elle ne l'est en Europe du Nord, parce que la Tunisie est proche de la France, parce que c'est un pays francophone, parce qu'on a une histoire commune. Mais ensuite, c'est à peu près la même chose. On n'est pas plus peureux ou plus poltron que d'autres populations. Monsieur l'ambassadeur, alors vous êtes tunisien. Évidemment, on aimerait avoir votre regard, puisque là, il n'y a que des Français qui se sont exprimés. Vous, comment vous voyez ces Français ? Vous avez l'habitude de les côtoyer. Est-ce que vous pensez qu'ils sont plus peureux, plus sensibles que les autres ? Non, je vois que les Français sont des gens normaux. La médiatisation de la peur est devenue un phénomène mondial maintenant. On ne peut pas dire qu'un peuple est plus peureux qu'un autre, mais le problème, c'est toujours comment l'information est perçue. Effectivement, en France, on regarde plutôt beaucoup l'information qui concerne les pays limitrophes, les pays avec qui on a eu beaucoup de relations, mais ça ne veut pas dire que le français est plus peureux que les autres. En fait, il y a 3 avis. Il n'y en a pas 2. Et c'est là que le débat peut être intéressant. Il y a ceux qui ne veulent pas y aller, qui ont peur, quelles que soient les raisons d'ailleurs qu'ils peuvent avoir. Je pense qu'il n'est même pas envisageable d'essayer de les faire changer d'avis. On ne fait pas voyager des gens dans un pays alors qu'ils vont faire du tourisme, découvrir, se faire plaisir, puis avoir peur, même si ce n'est pas rationnel. Je ne vois pas ce qu'on peut faire avec ces gens-là. Il y a ceux qui veulent y aller, parce qu'ils considèrent qu'il n'y a pas de problème, ou qu'ils y vont par conviction, ou quelles que soient les raisons, ils y vont. Là, pareil, pas faire grand-chose, très bien, ils veulent y aller. Puis il y a une autre partie, c'est celle-là que moi, sur laquelle j'ai un avis assez tranché, et sur lesquels je vois qu'on peut agir. Il y a ceux qui hésitent. Et ceux qui hésitent, on peut les informer. S'ils veulent aller, par exemple, au Waziristan, en Afghanistan, il faut leur dire, écoutez, franchement, ce n'est pas une très très bonne idée. Si par contre ils veulent aller en Tunisie, sur la vallée du Nil, moi je considère qu'on doit les encourager à y aller, parce que le Quai d'Orsay ne déconseille pas, parce que les risques ne sont pas plus importants là-bas qu'ils le sont en France, ou ailleurs dans le monde, on pourra en parler longuement. Aujourd'hui, vous avez 3 destinations où vous pouvez aller, 3 types de destinations, si vous raisonnez un peu global. Ces fameux pays musulmans, les pays occidentaux, et puis tout le reste des autres pays du monde. Dans les pays occidentaux, visiblement, on a compris, enfin, définitivement, qu'on avait autant de risques, visiblement, que lorsque nous allons chez nos amis tunisiens, égyptiens ou turcs. Dans les pays type Brésil, Argentine, Vietnam, Pérou, etc., alors vous n'avez sûrement pas de risque terroriste, du moins très peu, ou moins, mais vous avez d'autres types de risques, des risques sanitaires, des risques d'accidents de la route, etc., etc. Donc si vous essayez de faire un raisonnement un peu objectif, vous vous rendez assez vite compte que finalement, si vous n'avez pas de problème émotionnel par rapport à la peur d'y aller, vous pouvez rationnellement vous dire que vous pouvez y aller. Après, il y a d'autres intérêts. Il y a en particulier des intérêts qui sont évidents de fraternité, et puis d'aider ces pays à sortir de la situation dans laquelle ils sont, où ils sont dans un combat contre 2 extrêmes, les dictateurs et les fanatiques musulmans. Moi, j'ai constaté un truc extraordinaire, vous avez dû tous le vivre. Après les attentats de Paris, le nombre de messages que j'ai reçus du monde entier, et en particulier de musulmans, est extraordinaire. Bon, il se trouve que j'ai démarré ma carrière dans le tourisme dans le désert, mais j'ai des Bédouins du Sinaï qui m'ont écrit, j'ai des Mauritaniens, des Algériens. Bon, bref, on voit bien que ces peuples, dans leur immense majorité, d'ailleurs c'est normal, c'est la nature humaine, ils veulent quoi ? Ils veulent de la liberté, ils veulent pouvoir vivre, ils veulent pouvoir être comme nous, aller dans les cafés,
etc., etc. Et aujourd'hui, ils sont confrontés à un combat très violent, dont on voit bien qu'il est exacerbé en Syrie, mais qu'il existe également chez nos amis tunisiens. Il y a des gens qui veulent garder le pouvoir, quoi qu'il arrive, et puis il y a des gens qui sont des extrémistes complètement fêlés, qui détournent totalement le message de l'islam et qui récupèrent tous les perdus de la planète. Voilà. Donc moi, je pense qu'il est de notre devoir d'agent de voyage, notre devoir, de convaincre ceux qui hésitent et qui n'ont pas peur d'y aller. Voilà. Josette, on vient d'entendre Jean-François qui nous dit qu'il y a 3 catégories, dont les hésitants. Et ces personnes qui hésitent, il est du devoir de l'agence de voyage de lui proposer des destinations où il peut exister un risque sécuritaire. Jean-François citait l'Égypte, par exemple. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Josette, ou pas ? Bon, alors la segmentation, oui, je suis d'accord. D'ailleurs, c'est comme ça, c'est une segmentation qu'on retrouve dans la société d'une manière générale. Il y a 30% de gens hyper conservateurs qui ont peur de tout. Ceux-là, on n'en fera rien, bien entendu. Ce sont ceux qui sont encore plus craintifs quand il y a un problème terroriste quelque part. Il y a une avant-garde. L'avant-garde, elle est relativement réduite, qui est de 10% à peu près, qui, elle, va prendre des risques, va essayer de comprendre ce qui se passe de manière rationnelle, d'avoir des arguments, etc. Vous me laissez juste finir. T'inquiète pas, Jean-François, je Et t'en puis, il y donne a la une parole. majorité silencieuse, disons, qu'on coupe en deux, de temps en temps elle avance, de temps en temps elle recule. Donc effectivement, c'est 60% qu'on a au milieu sur lequel on peut agir. Donc, mais là, je crois que ce qui est important, c'est de voir de quelle nature est la peur. La peur, c'est un sentiment, c'est une émotion extrêmement complexe, plurielle. On n'a pas peur pour les mêmes raisons, et je crois que alors on a peur pour des raisons d'information d'abord. Quand on est surinformé, on peut avoir peur d'aller quelque part. Quand on est moins informé, on peut aussi avoir peur d'aller quelque part. Donc déjà, ces exemples vous montrent la complexité du sentiment de peur. La peur, elle est liée à la grande histoire. La peur, elle est liée à la proximité géographique ou la proximité temporelle. Donc après un événement qui a été surmédiatisé surtout et en images, on a encore plus peur que d'habitude. Et puis il y a une peur que je lie à la petite histoire, enfin c'est pas moi qui la lie à la petite histoire, qui est l'histoire des gens qui ont vécu des traumatismes à une époque de leur vie et qui ne sont pas prêts à prendre des risques. Donc je crois que ces gens-là, malgré toutes leurs bonnes intentions, malgré toute leur rationalité, ils sentent une peur irrationnelle. Et elle est de nature affective, elle est de nature psychique, ils ne peuvent pas faire autrement que d'avoir peur. Donc je crois que c'est important quand on a des clients, bon je vais me mettre dans la peau d'un agent de voyage, excusez-moi, je n'ai pas tellement l'habitude, mais il me semble que quand on a un client qui ne sait pas, il faut identifier d'où vient sa peur. Si sa peur vient d'une surmédiatisation et qu'il n'y a aucun risque, et qu'on peut lui dire, mais simplement, monsieur, bon, regardez, non, c'est sécurisé, l'aéroport, à tel endroit, il y a des flics, machin, j'ai eu des informations, ok. Si la peur est complètement irrationnelle, c'est pas forcément un pauvre type, c'est pas un imbécile, celui qui a une peur irrationnelle, sa peur est respectable. Mais là, bon, je crois qu'il faut laisser tomber, quoi. Mais c'est difficile de développer un sujet pareil. Simplement, pour moi, la peur est respectable. La peur, c'est pas le sentiment d'un petit garçon qui a peur du noir et auquel on dit non, mais t'inquiète pas, il faut pas avoir peur. Non, la peur, c'est extrêmement complexe. Oui, donc vous comprenez, mais de là à encourager, en effet, ces personnes à aller dans des pays qui, malgré eux, font la une de l'actualité, là, vous n'êtes pas forcément sur la même ligne que Jean-François. Non, on est plus ou moins d'accord. La segmentation, il l'a faite comme je l'aurais à peu près faite. Mais je vais juste rajouter encore une chose. Les vacances, c'est un moment de plaisir. 60% des Français seulement partent en vacances. Sur les 60%, je ne vais pas reprendre ces chiffres, à 50% ne partent qu'une fois dans l'année. Donc à un moment donné, s'ils partent qu'une fois dans l'année et que ce moment qui doit être un moment de plaisir devient un moment d'angoisse, et avant de partir et pendant le voyage, je me dis c'est pas la peine, il vaut mieux qu'ils aillent ailleurs. Jean-François. Il faut qu'on soit précis.
Je ne suis pas du tout en désaccord avec ce qu'a dit Josette là-dessus, d'ailleurs. La deuxième catégorie, ce n'est pas les gens qui ont peur. Les gens qui ont peur, ce n'est pas la peine de les envoyer voyager pour avoir peur, stresser du matin au soir, s'engueuler avec leur mari parce qu'elles ont peur, etc., etc., etc. Ça n'a aucun sens. Mais il y a des gens qui n'ont pas peur, pas du tout peur, mais qui hésitent. Et ceux-là, il faut les informer. Je ne pense pas que le Quai d'Orsay soit un organisme qui délire complètement. Si le Quai d'Orsay dit qu'on peut aller à Beyrouth, c'est que ça doit être assez cool. Si le Quai d'Orsay dit qu'on peut aller à Luxor et à Assouan, c'est que ça doit être assez cool. Parce qu'ils ont tendance quand même, ces gens-là, ça ne vous a peut-être pas échappé, à ouvrir très fort leur parapluie. Bon. Si l'ensemble des ministères des Affaires étrangères ne déconseillent pas la vallée du Nil, c'est qu'il y a sûrement des raisons. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Il n'est pas bon d'être djihadiste sur la vallée du Nil. C'est pas bon. Parce qu'en général, les Égyptiens, ils vont vraiment s'occuper de vous. Parce que comme tous les gens de la vallée du Nil vivent du tourisme, je peux vous dire qu'ils ne les aiment pas beaucoup. Bon. Donc vous voyez que les choses sont beaucoup plus compliquées qu'elles en ont l'air. Là où ça ne va pas du tout, là je vais tomber un peu dans la caricature, mes amis agents de voyage. Ne m'en voulez pas, mais malheureusement, ça se produit. C'est quand vous êtes dans la catégorie 1. C'est-à-dire des gens qui veulent partir, qui n'ont pas peur, ils ne sont même pas hésitants. Puis ils rentrent dans une agence de voyage. Et là, ils tombent sur un agent de voyage qui leur dit « Mais vous n'êtes pas fous d'aller là-bas ?» Et je vais vous dire, ça arrive tous les jours. Et si vous ne me croyez pas, vous venez tous avec moi, on fait un petit sondage, on fait Avenue de l'Opéra, toutes les agences de voyage, sans exception, y compris les plus grands noms. On en envoie 20 qui disent qu'ils veulent aller en Égypte. Et on attend de voir les réponses. Faites ce petit sondage. C'est ça que tu aurais dû faire, ton micro-trottoir, là, Isnik. Hein, ça aurait été très intéressant. C'est moi qui l'ai fait, bien sûr. Ah, non, mais je te taquine, évidemment. Bon. Mais ça aurait été intéressant. Je ne parle même pas de la catégorie 2, des gens qui hésitent. Il y a quand même un truc qui est intéressant, quand même. Le CETO, dont je suis le vice-président, paraît-il. Je pense qu'on m'a mis d'ailleurs vice-président pour que je me taise. Comme ça, je suis un peu plus modéré. Ça marche pas. Hein. Bah, ça marche un peu, parce que par rapport à tout ce que j'ai envie de dire, je peux te dire, Jean-Pierre, qu'est-ce que je la ferme? Putain, bon. Le CETO voit donc ses ventes sur l'Égypte baisser de, je crois, 90%. Bon. Ou 95%. Chez Voyageurs du Monde, elle baisse de 75%. Donc on n'est pas non plus des génies, hein. Mais enfin, il y a quand même un écart de 20%. Et vous croyez qu'il vient d'où, cet écart de 20%? Je vais vous dire d'où il vient. C'est que je suis obligé de calmer mes propres équipes qui sont spécialisées sur le monde arabe pour pas qu'elles fassent ce que Josette dénonce à raison, c'est-à-dire poussent des gens à y aller alors qu'ils ont peur. Mais j'ai des équipes qui sont tellement motivées parce qu'elles aiment ces pays, qu'elles ont compris les enjeux politiques qui sont derrière, parce qu'il ne faut quand même pas se raconter d'histoire. Si on veut qu'on n'ait plus de terrorisme dans nos pays, parce que c'est aussi ça la vérité, si on veut qu'il n'y ait plus de dingues là, qui fassent n'importe quoi, qui soient enrôlés par les djihadistes à droite et à gauche, il faut qu'on arrive à ce que les pays du sud de la Méditerranée créent des démocraties qui se rapprochent de nos valeurs. Et tout le monde célèbre bleu, blanc, rouge en ce moment-là. Hein, tout le monde, bleu, blanc, rouge, partout, etc. Magnifique. Égalité, fraternité, liberté. Dans ces trois mots, il y a fraternité. Eh bien, moi, je trouve que quand on est un agent de voyage français, bleu, blanc, rouge, si on oublie ce mot, la fraternité, on ne fait pas son boulot. Parce qu'on ne demande pas aux gens d'aller dans des pays qui ne sont pas sécurisés. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, il est faux de dire que la vallée du Nil, que Beyrouth ou que le Jordanie sont des pays, ou la Tunisie, pour sa grande majorité de son territoire, sont des pays non sécurisés. Ou alors on va dire que Paris n'est pas sécurisé. On ne va plus à Paris. Soyons sérieux. Ou alors on est plus fort que le Quai d'Orsay, plus fort que le Foreign Office, plus fort que les conseils des voyageurs des Américains, qui ne déconseillent pas. Il faut qu'on arrête de mélanger le Waziristan, donc les fameuses montagnes afghanes à la frontière pakistanaise, et ces endroits-là. Jean-Pierre, est-ce qu'il faut inciter les personnes hésitantes à aller dans la vallée du Nil, puisque c'est l'exemple que prenait Jean-François? Oui, Jean-François aime bien quelquefois les caricatures, mais
Je crois que la peur est fondamentalement irrationnelle. Et lutter contre l'irrationnel, c'est compliqué. Le seul moyen de lutter contre la peur, c'est de créer le désir. C'est en effet le travail des intermédiaires, de ceux qui vont exercer une fonction de conseil auprès des clients. C'est vrai que quand on accentue la peur par sa propre attitude, par sa propre peur personnelle, parce qu'on a un vécu, un feedback, et sa propre peur professionnelle, parce qu'on ne veut pas d'après-vente, on ne veut pas d'histoire. Donc on peut être tenté d'accentuer la peur de l'autre. Et là, je suis d'accord, il faut lever cette barrière. Mais je disais, la peur est irrationnelle. J'ai rencontré hier dans cette salle les représentants d'une très grande entreprise mondiale. Cette très grande entreprise mondiale a interdit à ses salariés de voyager en Turquie. J'étais impressionné. Pourquoi interdit-on à des salariés de voyager en Turquie? Et je leur ai demandé, et à Paris? C'était hier. Ah non, à Paris, il n'y a aucun problème. L'irrationnel est partout, aussi bien dans le voyage d'affaires que dans le voyage privé. Lever cette barrière de la peur est une démarche très compliquée. Il faut d'abord soi-même se rassurer, être rassuré. Et il faudra peut-être intégrer dans notre pensée que le risque terroriste, je l'ai dit à l'ouverture, le risque terroriste fait partie de notre environnement quotidien partout dans le monde. On n'est à l'abri nulle part. À Bangkok, il y a 2 mois, on n'était pas à l'abri des terroristes. À Bangkok, qui paraît pourtant aujourd'hui comme un pays très sûr, pas musulman, pas dangereux, etc. À Boston, à New York, à Stockholm, à Copenhague, on n'est pas à l'abri du terrorisme. Ça fait partie, et à Paris, encore moins, beaucoup moins que partout ailleurs. Ça fait partie de notre environnement quotidien. C'est un changement culturel dans lequel nous devons être acteurs pour dire le voyage. Il y a dans tout voyage un brin d'incertitude, un moment d'incertitude. Ne prenez pas de risques, mais notre job d'intermédiaire, c'est de créer du désir et de rassurer. Josette, oui, et puis ensuite, monsieur l'ambassadeur. Non, je veux juste rebondir sur la peur qui est irrationnelle. Non, il y a aussi une peur qui est complètement rationnelle. La peur, elle peut provenir d'une très bonne information sur un pays, qui fait qu'à un moment donné, l'entreprise dont vous avez parlé se dit, bon, on a un problème en France, c'est une démocratie, c'est un pays qui marche, qui tourne, on sera quand même pris en main, on sera secouru, etc. La même entreprise, elle sait ce qu'est la Turquie. La Turquie, quand on regarde quand même en détail, excusez-moi, c'est pas des grands démocrates, c'est quand même pas un pays qui fonctionne très bien, peut-être sur le plan touristique, et encore, hein, c'est un pays que je connais bien, donc je me permets d'en parler. Donc il peut se permettre de dire, bon, ok, moi je vais pas... Vous reprenez, Josette, l'affirmation stupide de Jean-François, sur lequel le voyage et la démocratie, c'est la même chose, c'est lié. L'exportation de notre démocratie à l'étranger, ce n'est pas notre mission, et je ne suis pas sûr que ce soit un bon modèle partout. Et on constate que le voyage est plus sécure dans des pays autoritaires que dans des pays démocratiques. Alors on peut en être triste en tant que citoyen, mais c'est une réalité économique. À Cuba, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un modèle de démocratie. En Tunisie de Ben Ali, il n'y avait aucun problème. Ce n'était pas un très grand modèle de démocratie. Donc la démocratie, associer la démocratie et le voyage libre, c'est un faux débat. Et c'est ce que disait... Non, alors, j'ai parlé de rationalité. J'ai commencé mon intervention en disant irrationnel. La peur n'est pas toujours irrationnelle. Elle peut aussi provenir d'une très bonne information sur une destination, sur un sujet, etc. Si mes petits copains routards dans les années 70 avaient su ce qu'était la Turquie, ils auraient peut-être arrêté de dealer en passant la frontière. Donc, et c'était par ignorance totale qu'ils le faisaient. Donc c'est surtout ce que j'ai dit. Après, moi je veux bien rebondir sur le débat. Oui, c'est vrai, les dictatures, on est en sécurité. Ça c'est clair, mais après, est-ce qu'il faut y aller ou pas, est-ce qu'il faut les cautionner ou pas, c'est un débat qui est extrêmement compliqué et je serais ravie de l'avoir. Monsieur l'ambassadeur. Merci. Pour rebondir sur ce que Jean-Pierre a dit, il faut arrêter de faire le clivage entre les pays musulmans et le reste du monde. Le risque zéro n'existe pas nulle part ailleurs. Il faut revenir aussi vers l'esprit même de l'humanité. C'est
l'échange, la solidarité, aussi la fraternité. C'est vrai que la Tunisie reste le dernier espoir du printemps arabe, mais la Tunisie reste aussi un grand défi pour vous Français, pour tout le monde. Pour aller dans ces pays, on a toujours le même risque que rester ici ou partir ailleurs. Vous avez vu ce qui s'est passé à Paris. Ce sont des Français, des étrangers, dans un café, dans un restaurant, dans un théâtre. Donc ce risque existe ailleurs. Ici, on a vu que la France était en plan Vigipirate, alerte attentat, et malgré ça, on a eu cet attentat. C'est malheureux de voir ce genre d'attentat, mais il ne faut pas aussi oublier que les États-Unis, ils ont eu plusieurs attentats pendant cette année. Mais personne n'a parlé de ces attentats de la même façon qu'on a parlé des attentats commis par les islamistes. On ne peut pas dire des islamistes, ils n'ont rien à voir avec l'islam. Donc, revenir vers une analyse pragmatique et dire que partout, il y a le risque. Au Brésil, on peut être agressé chaque jour partout, dans d'autres pays aussi. Je ne veux pas critiquer les autres pays, mais toujours ne pas essayer de ne pas tomber dans le piège des terroristes. Les terroristes veulent ce clivage, veulent différencier les pays musulmans du reste du monde. Donc il faut faire attention, il faut rester serein, il faut essayer d'analyser la situation d'une façon, comme j'ai dit, pragmatique et essayer de trouver des solutions. Solutions, par exemple, un partenariat pour sécuriser davantage les sites touristiques partout, pas seulement dans les pays musulmans, dans les autres pays, et surtout bien informer le public. La clientèle doit être informée des risques et, comme vous avez dit, aussi, il y a les sites des ministères des Affaires étrangères, la France, les États-Unis. On peut voir les consignes données aux voyageurs. Donc, éviter d'aller dans ces pays alors que les consignes sont claires, il n'y a pas de risque. Je crois qu'il faut revenir vers une analyse naturelle de la situation. Jean-François, tu voulais intervenir ? Oui, je voudrais rebondir sur 2-3 choses du débat. Déjà, l'exemple de cette multinationale, là, je le trouve très intéressant parce qu'en fait, je suis en désaccord avec tout ce qu'a dit Josette sur les raisons éventuelles de cette entreprise de ne pas aller en Turquie, parce qu'en fait, c'est le reflet. J'en connais plein d'autres, des exemples tels que Jean-Pierre me les a donnés. J'en connais qui ne veulent pas aller en Inde, qui interdisent carrément tous les pays musulmans. C'est considérer de fait, comme d'ailleurs une partie de l'électorat français le fait, on le voit bien à toutes les élections, que peu ou prou, les musulmans sont des gens dangereux. Ça veut dire ça, je caricature un peu bien sûr, mais ça veut dire ça. Or, on oublie que les principales victimes du terrorisme fanatique sont les musulmans, que ce sont les premières victimes, et c'est vraiment faire des amalgames simplistes que malheureusement des grands dirigeants d'entreprise font. Je suis désolé de le dire, mais j'ai encore eu récemment des grosses opérations qui devaient se produire dans des pays musulmans totalement sécurisés. Ce n'était pas de la peur personnelle, irrationnelle, etc. C'était une décision politique. Et cette entreprise, je ne la connais pas, Jean-Pierre ne l'a pas citée, mais pour moi, elle a pris une décision politique. On ne va plus dans les pays musulmans. On peut avoir 18 attentats à Paris, à Rome et à Londres. On continuera d'y aller. Voilà. Et c'est ça qu'il faut combattre. C'est ça, moi, sur lequel je considère que nous, les agents de voyage, on a un rôle primordial à avoir. Bon, ça, c'était ma première remarque. Alors maintenant, je vais forcément rebondir sur la remarque de Jean-Pierre, qui m'a gentiment, pas forcément à tort d'ailleurs, traité d'imbécile parce que j'associe voyage et démocratie, applaudi d'ailleurs par une grande partie de la salle, ce qui ne m'étonne pas, parce que si j'étais d'accord avec la plupart des agents de voyage dans ma vie professionnelle, ça se saurait. Bon. Là-dessus, qu'est-ce que j'ai à dire ? Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus ? Premièrement, Jean-Pierre a évidemment tout à fait raison de dire qu'on ne peut pas considérer que le fait de voyager dans un pays va générer l'instauration de la démocratie. Il
faut être vraiment complètement con pour imaginer une idée comme ça. Bon. Peut-être que cette idée m'a traversé l'esprit parce que je suis un grand utopiste, mais j'ai conscience que je suis un imbécile de le penser. Bon. Néanmoins, personne ne peut nier que lorsqu'on voyage dans un pays, on génère des rencontres, on génère des ouvertures d'esprit et on favorise l'envie de liberté. Ça, personne ne peut le nier. Il y a des analyses extrêmement pointues qui ont été faites sur ce sujet récemment sur la Birmanie. Vous devriez les lire. Comment ça se fait que le pouvoir militaire birman a autant lâché les rênes en Birmanie? Il y a dû y avoir quelques petites raisons. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais ces analyses sont faites par des chercheurs américains, européens. Elles sont extrêmement intéressantes. Deuxième exemple que je vous glisse, vous savez, il y a 2 pays qui ont décidé qu'il était définitivement obscurantiste. 2. Ils s'appellent la Corée du Nord et l'Arabie Saoudite. J'ai rarement vu des pays dans l'histoire du monde contemporain qui soient aussi épouvantables. Comme par hasard, ces pays ne veulent pas de touristes. Ça devrait vous faire réfléchir sur vos applaudissements. Parce que les dictateurs qui veulent des touristes, ça leur apporte de l'argent, c'est certain, mais c'est pas très bon pour eux à long terme. Quoi qu'en dise Josette. Quoi qu'en dise Josette. Et il y a une seule raison, pour rebondir sur le débat que Josette, sur lequel elle veut nous entraîner. Doit-on ne pas envoyer des touristes dans des pays dictatoriaux? Alors, évidemment, alors là je rejoins complètement Jean-Pierre, il n'y a rien de plus sûr qu'un pays dictatorial. Au passage, je vous signale que les pays musulmans, sur le plan de la sécurité civile quotidienne, il n'y a rien de plus sûr. Hein, vous ne faites pas agresser, vous ne faites pas violer, ce genre de truc n'existe globalement pas. Bon. Mais, par contre, si vous n'allez pas dans ces pays, vous coupez la relation du peuple avec des échanges d'occidentaux qui sont plutôt favorables et défavorables aux dictatures. Donc moi je pense qu'au contraire, le tourisme est un facteur extraordinairement positif contre les dictatures et que la seule raison pour laquelle il faudrait ne boycotter un pays, c'est si, comme ça a été le cas en Birmanie il y a une 30aine d'années, le tourisme est utilisé pour oppresser les populations locales, faire travailler les enfants pour construire des hôtels ou déplacer des populations locales. Donc avec des conséquences concrètes, directes de l'activité. C'est globalement pas le cas de la plupart des dictatures dans le monde. Voilà. Bon, mais alors qu'est-ce qu'on fait des Maldives? Qu'est-ce qu'on fait des Maldives? Très bonne remarque. Les Maldives, c'est un exemple très intéressant. Les Maldives, c'est un pays qui pratique l'apartheid. Les îles pour les touristes, les îles pour les locaux, déjà c'est très moyen. Et ensuite, c'est un pays qui, effectivement, a mis en place la condamnation à mort pour les enfants. Bon. Alors, on a tous réfléchi, avec mes amis Patrice Karadec, qui a été un des premiers à prendre position sur ce sujet. Est-ce qu'on boycotte? Est-ce qu'on boycotte pas? Etc., etc., etc. On a analysé la situation et globalement, on a discuté, même moi j'ai discuté avec toutes les organisations humanitaires spécialisées sur ces sujets, qui nous ont toutes dit c'est une erreur de boycotter. Par contre, vous devez vous manifester. Donc on a pris notre plume, l'ensemble des voyagistes européens, et on a écrit au président des Maldives, au ministre du Tourisme, en disant franchement, c'est pas brillant votre affaire et c'est pas très favorable à l'industrie touristique. On nous a répondu, on nous a quand même répondu. On nous a dit on n'appliquera pas. Ils n'ont pas abrogé la loi, vous me direz. Donc on essaye de faire des choses, mais ces sujets sont complexes. Mais c'est clair que les Maldives, c'est un pays absolument épouvantable. Je suis d'accord avec Josette là-dessus. Jean-Pierre ? Je pense qu'on n'a pas vocation à être les maîtres à penser de nos clients. Chacun doit se déterminer comme il l'entend. J'ai fait personnellement le choix de ne pas aller en Afrique du Sud au temps de l'apartheid. Je ne regrette pas d'avoir fait ce choix. C'était un choix personnel. Je n'ai pas interdit, dans mes agences de voyage, de vendre l'Afrique du Sud. J'ai fait personnellement le choix de ne pas aller en Birmanie et j'ai fait une erreur. Je suis d'accord avec toi. J'ai fait une erreur. Et lorsque je suis allé en Birmanie, je partage tout à fait ce que dit Jean-François. C'est en voyageant qu'on fait circuler des idées et c'est certainement le voyage qui a accéléré la transition démocratique de la Birmanie. Donc c'est une bonne chose. Mais ensuite, chaque individu se prononce comme il l'entend. Nous, notre mission,
c'est pas d'être maître à penser, c'est d'être créateur de désir. C'est d'inciter nos clients, d'inciter les Français, d'inciter la population à voyager, à découvrir d'autres civilisations, à progresser en matière de tolérance, en matière d'acceptation de la différence. Et je suis également d'accord avec vous pour dire, si l'on ne va pas dans certains pays, aujourd'hui, quand on ne va pas en Tunisie, quand on ne va pas en Égypte, et je ne demande pas d'être courageux, on paupérise des populations qui vivaient du tourisme. Et cette partie de la population qui est paupérisée, qui s'appauvrit, c'est le terrain de développement des idées les plus néfastes qui soient, celles des intégristes musulmans. Donc, en envoyant nos clients dans c'est ce qui s'appelle la solidarité. La solidarité, c'est la solidarité, c'est j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Ce n'est pas la générosité, hein, c'est en échange. Notre intérêt, c'est que l'Égypte demeure une destination touristique majeure. C'est notre intérêt économique, pas notre intérêt de citoyen, etc. C'est notre intérêt économique. Notre intérêt économique, c'est que la Tunisie redevienne une destination touristique majeure. Et pour faire cela, il est nécessaire, il faut empêcher la paupérisation des populations. Il faut empêcher que ces espèces d'abrutis qui incultes occupent des territoires. Je l'ai vu en Égypte, et on en a parlé hier soir avec l'épouse de l'ambassadeur. Je l'ai vu en Égypte. Les frères musulmans arrivent, donnent un peu de viande, un peu de graines, disent « tu auras les graines à la sortie de la mosquée vendredi ». L'imam a un prêche débile à la mosquée, et les types ils disent ah ben avant on vivait du tourisme, ça nous demandait un petit effort, aujourd'hui sans faire d'effort on réussit à survivre grâce aux frères musulmans. Ils sont pas mal les frères musulmans. Eh bien il faut que le tourisme remplace la bêtise. J'espère qu'on y arrivera. Alors, il nous reste quelques minutes pour la salle, pour des commentaires, pour des questions. On va allumer les projecteurs, les demoiselles avec les micros. Voilà. Alors, il y a déjà un bras qui se lève là-haut. Bonjour à tous. Xavier David, HSBC, la fameuse grande entreprise qui ne va pas en Turquie. Voilà. Vous l'avez je ne l'ai pas cité. Oui, mais enfin, je préfère les dialogues directs, c'est mieux parce qu'après, il y a beaucoup de fantasmes. La toute première chose, c'est que vous avez parlé d'une décision mondiale. Je ne crois pas que nous, HSBC, nous ayons donné le message que c'était une décision mondiale. Donc je voudrais rétablir la décision. Elle peut très bien être locale. Premier point. C'est pour éviter les chimères et les fantasmes. La deuxième chose, c'est que HSBC est présent depuis très très longtemps en Turquie. Peut-être plus que beaucoup d'ailleurs de gens ici présents dans la salle. Donc il n'y a pas une défiance aveugle. La troisième chose, c'est que vous parlez pour le tourisme. Nous sommes banquiers. On n'a pas tout à fait le même intérêt vis-à-vis de cette décision. Donc c'est important de la prendre en compte. Et comme vous le disiez, chacun a son libre arbitre et doit se déterminer, ce que nous avons fait assez tôt. Je pense qu'il faut le respecter et ne pas laisser des idées comme ça planer avec des petits contresens, au moins sur l'étendue de la décision. Alors Jean-François va vous répondre. Non, c'était pas un débat, c'était un droit de réponse parce que c'est à moi de rétablir. En revanche, c'est un débat, donc on peut faire réagir qui on veut. La deuxième chose, avec les événements de Paris, HSBC a pris des mesures à Paris pour ses personnels à Paris. Qu'est-ce qui me garantit que ces mesures de sécurité sont aux normes HSBC si nous allons à 3, par exemple, ou 2, en Turquie, par un organisateur qui n'est pas nécessairement agréé sur les normes de sécurité d'HSBC. Et troisième point, quand on va dans des zones un peu chaudes, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un transport multimodal pour éviter d'être bloqué quelques jours au-delà de subir un attentat. Ce qui est bien, c'est de pouvoir repartir très vite chez soi. Donc on peut comprendre qu'une décision avec une destination d'un transport multimodal est plus adaptée dans ce genre de situation. Puis après, je ramènerai tout le monde à l'actualité des dernières semaines sur la Turquie. Jean-François, est-ce que tu as un commentaire sur ce qui vient d'être dit? J'ai un seul commentaire. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Il y a d'autres questions. J'ai un seul commentaire très simple, c'est que, comme l'a dit très bien Jean-Pierre, chacun a son libre arbitre. Donc c'est votre droit le plus strict de décider ça. Mais c'est aussi mon droit le plus strict de trouver cette décision idiote. Voilà. Alors ici, Richard Soubiel. Richard va se lever pour qu'on te voit bien et que la demoiselle avec le micro puisse te repérer.
tout à fait d'accord avec les analyses, notamment celle de Jean-François et des 3 points. Mais pour autant, si on fait la moitié du chemin par fraternité, solidarité, intérêt, nous professionnels, pour amener avec confiance et sérénité nos concitoyens vers ces pays durement et injustement touchés, l'autre moitié du chemin, à mon avis, doit être faite aussi par les pays. Et notamment pour ceux qui sont dans notre proximité et pour lesquels nous perdons des parts de marché importantes, c'est souhaiter une grande réactivité. On a des fois l'impression que les égos l'emportent sur la réalité et que les communications ne sont pas de nature à rassurer rapidement. Rapidement le public, mais rapidement aussi le professionnel. En tant qu'institution professionnelle, nous nous portons au contact de nos adhérents pour essayer de communiquer ce que nous savons dans la mesure du possible, mais nous notons quand même un certain décalage. Et moi, je serais assez partisan de demander à nos amis que nous voulons aider. C'est notre intérêt et en même temps c'est notre mission, parce que nous aimons ces pays, nous avons grandi avec et nous y sommes particulièrement attachés. De la communication réactive, transparente, vérifiée, validée. Et puisqu'on est dans un temps de difficulté, je prendrai ce principe de non-fréquentation pour aussi une opportunité. C'est de faire une introspection dans chaque pays, de savoir ce qui ne fonctionne pas et de se mettre dans ce temps de latence et de résilience au travail pour pouvoir être exempt de toute faute lorsque ça va reprendre, parce qu'indubitablement, ça reprendra. Alors, monsieur l'ambassadeur, vous êtes sur scène, c'est peut-être à vous que je vais m'adresser directement, mais les 3 piliers fondamentaux de cette restauration en Tunisie, c'est sécurité. Il y a quelques progrès à faire en niveau de la communication et d'amener les professionnels à vérifier sur place. Environnement, mettez les populations, la jeunesse, les associations et les professionnels français aussi au travail pour venir nettoyer une partie de la Tunisie en tant qu'exemple. Et puis aussi, pendant ce temps où les hôtels sont malheureusement vides, voire fermés, en tout cas désaffectés, de mettre les personnels au travail pour la réhabilitation, la remise à niveau, de façon à ce que nous soyons prêts à tout moment à revenir. Et ça, c'est le signal de l'autre moitié du chemin pour que les professionnels, rassurés et encadrés par une loi, dynamisés par les institutions, peuvent avec confiance préconiser, pas aux hésitants, mais à ceux qui ont envie d'y aller et avoir la possibilité de convaincre. Monsieur l'ambassadeur. Merci, cher ami. Donc, c'est l'occasion aussi de vous informer qu'on travaille sur 3 axes. Premièrement, sur le plan sécuritaire, comme tu viens de le dire, nous, on a eu Air France dernièrement qui était chez nous pour vérifier le circuit de sécurité. On a eu beaucoup de groupes d'experts européens chez nous aussi pour nous aider aussi et pour vérifier. Cela a donné de très bons résultats. Deuxième axe, c'est l'axe de l'information, l'axe médiatique. Et là, on est en train d'inviter des agents de voyage. Je crois qu'après, avec Jean-Pierre, on va voir parmi vous s'il y a des volontaires pour aller là-bas et vérifier, et voir ce qu'on est en train de faire. Troisième axe, c'est l'environnement. L'environnement, après une révolution, il y a eu vraiment beaucoup d'imperfectionnement. Maintenant, on est en train de revenir vers une situation normale avec les élections municipales qui vont se dérouler. On est en train de revoir tout ce système municipal chez nous et ça va nous aider à améliorer l'environnement. Au niveau formation, on est en train de repenser notre formation professionnelle au niveau touristique, au niveau aussi médiatique, au niveau communication. Et ça va, j'espère, donner de très bons résultats dans l'avenir très proche. Alors, ici, Patrick Abisset, là-haut. Ce sera la dernière question, le dernier commentaire, parce qu'il y a évidemment des transferts à 12h45. Patrick. Le message est beau, on ne peut qu'y adhérer. Plus basiquement, intérêt économique commun, évidemment. Liberté, égalité, fraternité, ça déchaîne l'enthousiasme des foules, on applaudit, c'est extraordinaire. J'y rajouterai un mot qui rime et que j'aimerais inviter à la table et qui n'a pas été amené dans les débats,
qui est responsabilité. On est tous ici des patrons de petites entreprises, pour la plupart. Et lorsqu'on envoie des clients dans des pays où il y a un risque, même s'il n'est pas avéré, même si, etc., on sait comment ça se finit devant les tribunaux, car malheureusement, ça se passe mal. Donc il ne faut pas trop reprocher non plus à de petits entrepreneurs ou à des vendeurs d'être parfois un peu frileux, parce que ça craint quand même un peu pour eux et pour leur entreprise qui est toute leur vie. Mais Patrick, c'est pas vrai ce que tu dis. Je suis désolé de te dire ça. Si aujourd'hui tu vends une destination qui n'est pas déconseillée par le Quai d'Orsay, que par ailleurs ton agence de voyage est bel et bien respecte parfaitement la législation, c'est-à-dire a son assurance responsabilité civile professionnelle, tu ne peux pas avoir ta responsabilité pénale ou civile engagée sur ce genre de choses. Et quand bien même la destination serait déconseillée, je vais plus loin encore, Patrick. La destination est déconseillée. Rouge ou orange, parce que orange pour nous c'est rouge, pour les touristes. Eh bien c'est pas certain que tu perdrais. Tu peux perdre, mais tu peux gagner. Et de toute façon, si tu te contentes d'envoyer les gens en zone verte et en zone jaune, ce qu'on fait tous normalement, après si tu as des gens qui sont assez irresponsables pour envoyer des gens en Afghanistan, on n'en parle même pas. Mais si aujourd'hui tu envoies des gens en Tunisie, en dehors de la zone frontière montagneuse vers l'Algérie, et si tu envoies des gens à la baie du Nil, et qu'il y a un attentat dans ces pays-là, ton agence de voyage et tes vendeurs ne risquent rien. C'est ça la vérité. Là, vous vous racontez des histoires, les agents de voyage. On a peur, on va pas avoir des... C'est pas vrai, Patrick. Ce n'est pas vrai. Jean-François, je l'ai vécu tout bête. Révolution du jasmin en Tunisie. Des clients réservent avant. Voilà. Et puis ils sont pris dans le truc. Tribunal, assignation, condamnation, au prétexte que... Alors, c'est pas une anecdote, c'est un fait. Le tribunal dit, et le client a produit la pièce, il avait été écrit dans les journaux 3 mois plus tôt qu'il y avait des risques, etc., et que notre devoir d'information, etc., était remis en cause et qu'on ne pouvait pas ignorer. C'est tout con, hein. C'est du tribunal Patrick, de proximité. Et c'est ARC qui a payé. Oui, mais bon. Voilà. C'est ARC qui a payé, Patrick. Non, mais ne rentrons pas dans le contrat. Je voulais juste dire ça, il ne faut pas oublier. Voilà, c'est tout. Ne rentrons pas dans ce débat, mais je l'ai dit tout à l'heure, la crainte d'un agent de voyage, la crainte d'un intermédiaire, mais dans tous les secteurs d'activité, c'est que le client ne soit pas satisfait de la prestation qui lui est donnée. Et Jean-François, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu as l'air de dire les agents de voyage sont des poltrons. Non, ils ne sont pas des poltrons, les agents de voyage. Ils sont là pour faire du business et pour créer du désir. Et alors quand tu dis en plus, quand tu sous-entends en plus les agents de voyage sont des poltrons alors que les tour opérateurs qui maintiennent leur production sont très courageux, je suis un peu plus nuancé. Tu le penses pas? Bon, ça tombe très bien. Moi, je voudrais juste prendre un petit peu de recul et élever le débat. Aujourd'hui, quand on regarde le monde à partir de la France, on voit des zones à risque. On considère qu'il y a des zones à risque. Elles le sont ou elles ne le sont pas. On considère. Quand on regarde le monde à partir d'ailleurs, le premier pays touristique du monde, c'est la France. Et aujourd'hui, dans le monde, la France est considérée comme une zone à risque. Autant que nous considérons l'Égypte, la Tunisie, je ne sais quel autre pays, comme une zone à risque. Vous savez, ça me rappelle très vite le village de Chine, il y a 25 ans, où je croyais que les habitants me montraient la population. En fait, ils me montraient à la population. Ils avaient enfin un blanc qu'ils pouvaient montrer à la population. Nous sommes devenus une zone à risque. Ça doit nous ramener à un tout petit peu d'humilité. Alors, il y a un dernier commentaire, très vite. Dominique Beljanski. Très vite, le micro arrive, tu te lèves, Dominique. Et puis, on terminera là-dessus. Très rapidement, je remercie Monsieur l'ambassadeur d'avoir parlé des agents de voyage, parce que c'est quand même eux qui sont au contact quotidien des clients. Et je crois que c'est vers eux qu'il faut aller pour peut-être les rassurer, peut-être une éducation aussi à faire ou à consolider. C'est par eux que ça passera, pas directement par nous. Et je crois qu'il faut vraiment les considérer dans ce domaine pour qu'ils soient eux-mêmes rassurés, informés et capables d'expliquer à leurs clients, quand ils les ont en face, qu'il faut voyager en sécurité et peut-être les accompagner sur les inquiétudes et les réticences qu'il pourrait y avoir. Merci Dominique. Madame, messieurs, merci beaucoup.
Ah, Jean-François, on est au bout du bout. Je m'en fous. Moi, je vous propose un truc. Il y a des transferts, Jean-François. Non, mais je vous propose un truc très simple. On envoie 100 personnes dans des agences de voyage, au hasard. Des gens qui veulent absolument partir en Tunisie ou en Égypte. Ils veulent absolument partir, ceux-là. Hein. Ils n'ont pas peur et ils n'hésitent pas. Ils ne sont pas dans la catégorie 1, enfin 2 et 3. Ils sont dans la catégorie 1. Et puis ensuite, on regarde combien il y en a qui ont pu s'inscrire sans que leurs agents de voyage leur déconseillent de partir. Vous êtes partant pour qu'on essaye de faire ça et qu'on arrête de parler de fantasmes et d'idées comme ça, a priori? Je relève le pari. Allez, le pari est lancé. Merci Josette, merci messieurs, merci beaucoup. Alors, on va... Non, ne vous levez pas encore, vous avez le temps pour les transferts, ne vous inquiétez pas. Avant de laisser la parole pour la clôture à Jean-Pierre, j'aimerais inviter Lucien Salemi, le régional de l'étape, à nous dire quelques mots. Lucien, très vite. Je vais vous demander de regagner vos fauteuils. Merci, monsieur l'ambassadeur, d'être venu. Merci beaucoup. Josette, Jean-François, vous allez poursuivre votre conversation. N'hésitez pas. Eh oui, mais on est très pris par le temps. Lucien, à toi de jouer. Bien, monsieur l'ambassadeur, mesdames, messieurs les présidents. Bien, les journées des entrepreneurs du voyage s'achèvent. Et j'ai été très heureux d'œuvrer pour cette première édition qui nous a réunis à Marseille. Alors j'ai été très touché, en particulier hier soir, de certains d'entre vous qui ont découvert ou redécouvert Marseille et qui étaient plutôt émerveillés sur les terrasses qui donnent sur le Vieux-Port. Comme j'ai passé mon bac, moi, ici sur Marseille, j'ai fait mon école primaire, c'est quelque chose qui pouvait me toucher. Donc je tenais à le souligner. Et puis c'est bien aussi pour l'Office de tourisme et les autorités marseillaises qui ont tout fait pour nous accueillir. Alors la tenue de ces rencontres, on l'a vu en début de congrès, elle s'est faite dans des circonstances particulièrement douloureuses. Et dans ces moments tragiques, au lieu de nous replier sur nous-mêmes, avec le comité de pilotage, Jean-Pierre Masse, le président du CETO, le président des Pure Players, avec Raoul Nabé aussi qui a participé à la discussion samedi, on a bien fait de maintenir ce congrès pour nous rapprocher. Nous avons supprimé, ça vous l'avez vu ou pas vu, les festivités et gardé un contenu sobre pour travailler, échanger et préparer notre avenir. En fait, on a gommé le superflu. Et ce que j'ai remarqué pendant toutes ces réunions de travail, c'est qu'on était dans l'essentiel. Ça nous a changé. On s'est dit des vérités sans pour autant ignorer la réalité. Et à aucun moment, on n'est tombé, ni les uns ni les autres, dans le piège de l'effroi. On a eu le privilège de tenir ce congrès dans ce magnifique palais du Pharaon. Donc, je vais faire quelques remerciements. Permettez-moi de les faire parce qu'il y a des gens qui ont réellement travaillé pour nous faciliter les choses. Elle n'est pas là, cette dame, mais je vais quand même la citer. C'est Madame Dominique Vlasto, l'adjointe au maire de Marseille. Maxime Tissot, ils ne sont pas là parce qu'en ce moment, ils font une conférence de presse pour Top Cruise. Le directeur général de l'Office de tourisme de Marseille. Sylvie Lally, que certains connaissent ici parce qu'ils ont travaillé de façon très proche. Thierry Huc, le directeur de la Chambre de commerce d'industrie de Marseille. Ces gens-là ont accédé à toutes nos demandes. Ils nous ont tout facilité. C'est des gens d'un grand professionnalisme. Je les connais bien depuis une dizaine d'années, tous. Et avec Jean-Marc, on sent quand ils nous parlent et quand ils ont mis à disposition tout ça, c'est pas purement politique. On sent l'amour palpable de leur cité phocéenne. Je voulais aussi remercier le Club de la Croisière qui a accepté de changer ses dates. Ça devait se tenir lundi et ils se sont accrochés pour garder ça lundi. Bon, j'ai tout fait pour mettre aujourd'hui. En définitive, on s'en félicite. Lundi, ce n'était pas vraiment le bon jour pour eux. Et pourquoi on a essayé de faire la tenue de ce Club de la Croisière? Pour jouer les synergies entre vous, 440, 300 là-haut. Ça se tient actuellement au salon Eugénie. Et pour organiser un magnifique
cocktail déjeunatoire tous ensemble avec des distributeurs et des patrons tout à l'heure là sur les grandes terrasses qui donnent sur le Vieux-Port. Ce congrès, indépendamment des tables de travail, je voudrais remercier aussi nos invités, nos intervenants, ils ont été de qualité. Ce matin et hier, Jean Viard, qui avec beaucoup de conviction nous a brossé avec talent l'évolution des comportements. Pascal Perry, que je connaissais, et je pense que c'était une excellente idée de l'inviter ici pour la justesse de ses analyses sur l'impact de l'économie collaborative sur le secteur du voyage. Et puis hier soir, Antoine Granjon, la licorne. Alors la licorne, c'est un terme qu'on utilise pour les gens qui pèsent plus d'1 milliard d'euros, qui nous a donné, avec beaucoup de simplicité, beaucoup de raisons de penser positif. Pendant les interventions qui se sont succédées sur les 3 jours, des tables rondes, là on vient d'assister à la dernière, avec des échanges très constructifs, nourris par l'implication des uns et des autres et de nos invités. Je voudrais remercier, parce qu'il a posé les bonnes questions, un marathonman, François-Xavier Isnik. On peut l'applaudir, il est là. Il a su diriger les débats, il a des questions de qualité, et il nous a permis, à chacun d'entre nous, de renforcer nos convictions. Alors il y a d'autres gens un peu dans l'ombre, il faut les citer, parce qu'ils ont bossé. Donc je voudrais dire un grand merci à Jean-Marc Rosé, qu'on va aussi applaudir fortement, secrétaire général du SNAV. Il est d'un calme olympien. Il a résolu une multitude de petits problèmes, de détails avec son équipe de permanents du SNAV et avec les étudiants de l'ESCAET qu'on a vu là déambuler. Alors, bien sûr, j'ai travaillé avec notre président Jean-Pierre Masse, bien sûr. Il a conçu ce nouveau format de congrès qui me semble être un bon format, beaucoup de contenu, très court. Je vous confirme que nous avons un président qui a une vision, qui a des projets toniques, c'est ce qu'il nous a montré, et je le remercie de la confiance qu'il nous a témoignée pour organiser ce congrès à Marseille. Je voudrais aussi remercier le club des partenaires. Je vais les citer parce que c'est important pour eux. Air France, SNCF, Amadeus, Disneyland, Enterprise, IFTM, Présence Assistance qui n'a pas pu être avec nous et qui est plus qu'excusé, HSBC, SNCM, et le dernier qui nous a rejoint dans ce club, on va dire très fermé des partenaires, Western Union. Un grand merci aussi à Michel Saint-Lin qui doit être par là pour ses autocars. Il nous a offert tous les transferts. Et j'en arrive à la fin. Je voudrais vous remercier, vous, les participants, et puis terminer par une formule que j'aime bien de Kipling, qui dit « Tout bien considéré, il y a 2 sortes d'hommes dans le monde, ceux qui restent chez eux et les autres. Nous, c'est les autres, nous, ici à Marseille, et on a fait le choix de ne pas rester chez nous pour nous rapprocher et renforcer les valeurs qui nous unissent. Je vous dis un grand merci à tous, et ne vous levez pas. Ne vous levez pas parce que je vais déjà enclencher sur le prochain congrès. Il y a des gens qui disent, mais l'année prochaine, on va où? Alors, on ne fera pas à Marseille, au grand désespoir des autorités marseillaises qui imaginaient qu'on allait le faire ici tous les ans. Bon, on l'a fait une fois, c'est superbe. Et pour l'année prochaine, je vais vous laisser deviner. Donc, on va appeler monsieur l'ambassadeur, son Excellence, l'ambassadeur du Sri Lanka qui est parmi nous. On va l'inviter à venir nous rejoindre sur la scène, s'il vous plaît. On va l'applaudir. Je vous en prie. Il va nous dire quelques mots en anglais. Je sais que tout le monde est parfaitement à l'aise, donc il n'y aura pas de traduction. Son Excellence, je vous en prie. Welcome. Thank you. I'm too excited. Chairman Jean-Pierre Masse, Secretary General John Masse Rosé of SNAV, I am honored to be here today
in Marseille. It's a beautiful day as well. I had a look at from Basilica, your city. I have not seen more beautiful places in Europe than Marseille. Thank you very much for your beautiful city. On behalf of the government of Sri Lanka, I wish to accept your offer to host the SNAU conference, your convention, in 2016. On behalf of the government, today we have Secretary to the Ministry of Tourism from the government side, also Mr. Hiran Kure from the private sector, from the hotel industry, to take the responsibility of hosting your conference in 2016. I also wish to acknowledge His Excellency, the Ambassador of Tunisia, also all the members of SNAU, at this meeting. I am very grateful and thankful for your presence this afternoon. Thank you. Thank you very much. I also would like to, like Mr. Sugatha Dasa, Secretary of Ministry of Tourism, and Mr. Hiran Kure, to stand up to acknowledge the responsibility to host the 2016 conference. As you know, Sri Lanka had a turbulence period, 30 years. You can see the burden of a situation of 30 years of terrorism in Sri Lanka. You have experienced a couple of days. Last week, we sympathized with the French government and the French citizens, because we know the agony of such a situation. We suffered 30 years. Our president has expressed his deepest condolence to the president of France, as well as for the citizens of France. As you have seen, Sri Lanka is a unique, beautiful country. I do not want to explain. You saw already from the film how beautiful is Sri Lanka. And I met someone seated next to me who was in Sri Lanka during the tsunami time. And most of the French people, government, organization helped Sri Lanka during tsunami time. Within half an hour, we lost 40,000 people. And we are very grateful for the French government, French citizens, as well as all the nations supported us when we were going through that agony. As you know, if not for the problems we had in the past, we would have had 3 million tourists. But today, this year, we had only 1 million plus tourist arrival in Sri Lanka. Our target is to have 3 million tourists within next 5 years. At the same time, we have
about 80,000 arrivals from France. Our target is to have 300 tourists from France. I am sure with the support of your organization, we will be able to achieve that target. Thank you very much, Mr. President. Thank you very much, Excellence. Thank you. Thank you very much. Thank you, Excellency, for and see you next year in Sri Lanka. The next Congress of French Travel Agencies in Negombo. We will take the responsibility. Thank you. Jean-Pierre, quelques mots pour conclure. Thank you very much. Voilà. On m'avait dit que pour conclure, je disposais de 5 minutes. Non, c'est à vous? C'est sûr? Non. Bien sûr. Il me reste 3 minutes. Donc, je vais essayer d'être synthétique. Tout d'abord, j'ai une très grande satisfaction au terme de... Et je crois que cette satisfaction est partagée au terme de ces journées qui ont permis de réunir ici à la fois des ténors de la profession et en même temps des tout petits entrepreneurs. Et dans le mot tout petit, il y a de ma part beaucoup de respect. J'ai rencontré ce matin Joël Gorin, compagnie des Sentiers Maritimes, qui est venu et qui a apporté ici au congrès du SNAV, qui est venu chercher des informations, apporter sa compétence. J'ai rencontré hier monsieur et madame De Filippi, une petite agence de Paris qui n'est pas membre du SNAV, qui ne savait pas ce que c'était. C'est une société... Voilà, merci monsieur le secrétaire général. Une société qui s'appelle Mondes et Merveilles, Mondes et Merveilles Voyage, et dont l'objet est de faire découvrir des jardins dans le monde entier. Ils sont venus au congrès du SNAV et ils m'ont dit nous sommes ravis, nous sommes enthousiasmés. Réunir ici des grandes et des petites entreprises, c'est une de mes satisfactions. Merci Marseille, Lucien l'a dit, mais je le redis très clairement. Merci Marseille. Je pense un peu à ceux qui me disaient il y a 1 an, quand on a décidé cela, non, il y a 6 mois, quand on a décidé cela, ça ne marchera jamais, tu n'y arriveras pas, ça ne va pas être possible. D'abord, à Marseille, il n'y a personne. En novembre, il y a trop de travail dans les agences. J'aimerais. Pas tout à fait le cas. Donc, ça ne marchera pas. Et puis alors, faire un congrès où tu vas réunir sur la même scène, autour de la même table, le CETO, la PST, Elevel.com, ce n'est pas possible. Je crois que dans la vie, de façon générale, et pas uniquement pour organiser des congrès, quand on a de la détermination, on atteint ses objectifs. Et c'est vrai pour tout cela. Je voulais vous dire 2 mots pendant les 3 minutes qui me sont imparties du temps et du climat. Le temps d'abord. Quand on est immobile, le temps passe, on ne le voit pas passer, le décor s'échappe, et puis il arrive un moment où on n'est plus du tout dans le décor. Je pensais l'autre jour à Madrid à Uber. Pourquoi Uber s'est bien installé, s'est bien implanté à Paris et en France? Parce que les taxis parisiens, particulièrement réactionnaires, étaient dans une politique de protection de leur activité, de protection des licences. Ils donnaient un mauvais service dans des voitures qui n'étaient pas toujours non plus, pas toujours propres, pas toujours sales, mais pas toujours propres. Ils imposaient aux voyageurs une radio que l'on n'avait pas nécessairement envie d'écouter, parfois des odeurs de tabac. Uber a eu beaucoup de facilité pour s'implanter, parce qu'ils voulaient protéger leur territoire. Ils voulaient protéger. Si vous allez à Madrid, Uber ne s'est pas implanté pour les déplacements à l'intérieur de la ville, parce que c'est beaucoup plus compliqué d'aller chercher une application sur son portable, de répondre à un appel téléphonique, de repérer la voiture qui va venir, que de faire ça. Et à Madrid, vous faites ça, à New York, vous faites ça, et un taxi s'arrête. Ils n'ont pas protégé leur territoire. Les politiques de protection du territoire sont des mauvaises politiques. Et ce n'est pas celle que je défendrai. Je suis favorable pour notre secteur, comme l'ont dit hier les intervenants et notamment M. Grandjean, je suis très favorable à ce que notre secteur évolue et le SNAV doit accompagner ces évolutions, évolution vers le multicanal, évolution vers les regroupements, évolution vers le mouvement. C'est ce que nous faisons. Nous le faisons notamment dans une opération de compétitivité, d'accompagnement des agences de voyage pour gagner en compétitivité. Vous allez avoir un kit qui va être mis à votre disposition et de l'assistance
qui va être mise à votre disposition par le SNAV, l'OPCA Transport et la Directe pour que vos entreprises puissent gagner en compétitivité, il faut que vous en ayez envie. Si vous êtes immobile et si vous êtes enfermé dans votre précaré, vous n'en aurez pas envie. Sortez la tête un petit peu, nous vous aidons, c'est le rôle du syndicat, c'est le rôle de vous aider à évoluer et d'être en mouvement dans un monde qui est lui-même en mouvement. Voilà le rôle du syndicat. Le temps également, c'est faire évoluer nos structures. Aujourd'hui, nous avons des structures syndicales qui ne correspondent plus aux besoins de notre société, de notre environnement économique. C'est extrêmement clair. J'ai mis du temps à faire l'analyse, j'ai pris le temps plus exactement de faire l'analyse. Aujourd'hui, je suis déterminé et je suis appuyé par le conseil d'administration. Je suis déterminé à modifier considérablement notre environnement professionnel. Il faut que dans notre structure syndicale, il y ait une place effective donnée au TMC. On l'a vu avec la qualité du débat d'hier matin. Le voyage d'affaires doit être intégré dans notre périmètre. Il faut que dans ce même périmètre, on retrouve la France. La France, il y avait 2 absents aujourd'hui dans nos débats. Il y avait les femmes, et j'en suis partiellement responsable. La seule que j'avais convoquée a malheureusement été défaillante. Rachel Picard n'a pas pu venir pour des raisons très professionnelles. Il y avait les femmes et il y avait la France. La France a été absente de nos débats, c'est ce qui nous donne de la légitimité. Dans notre environnement syndical, dans notre environnement professionnel, je vais bannir le terme syndical, la France doit retrouver sa place. Il ne peut pas y avoir d'opposition entre le online, la nouvelle économie et l'ancienne économie. La porosité des métiers oblige également à avoir dans le même environnement les producteurs et les distributeurs. C'est ce nouvel environnement que je veux construire, que nous voulons construire. Il n'est pas question d'ego, il n'est pas question d'absorber qui que ce soit. Il faut que l'on ait un environnement professionnel avec certainement un nouveau nom, parce que syndicat national des agences de voyage, ça ramène à la vieille économie, avec un nouveau nom, une nouvelle structure qui regroupe l'ensemble des métiers du voyage. Je suis persuadé que j'aurai le soutien de René Marchicli, de Raoul Nabé, de Frédéric Van Hout. Ils l'ont prouvé en participant et en venant ici. Et les échéances que j'aimerais que nous puissions nous donner sont des échéances courtes, c'est-à-dire dans les 6 mois qui arrivent. Voilà, un mot pour terminer du climat. Les événements de Paris ont considérablement changé la donne dans les débats de ces jours-ci, et notamment celui de ce matin, qui est passé de voyager en pays musulman à voyager tout court. Je crois que vous avez fait preuve d'énormément de dignité par votre application, votre présence, votre assiduité, par le fait d'être venu à Marseille. Le thème initial du congrès, c'était penser positif, avec un petit peu de pudeur. On a mis ce thème, j'ai choisi de mettre ce thème un petit peu en veilleuse. Ce n'était peut-être pas le moment de fanfaronner sur la pensée positive. Mais hier, Jacques-Antoine Grandjean nous a montré un exemple extrêmement vivant de la pensée positive et de l'efficacité de la pensée positive. Je crois que quand le temps du recueillement sera passé, nous devons revenir à une pensée positive et proactive. Je le disais en entrée, en ouverture, et je vais terminer par cela. Non, nous ne baisserons pas les bras, nous ne laisserons pas abattre par ceux dont l'unique moteur est la haine sanguinaire, par ceux qui mitraillent à Sousse aussi bien qu'au Bataclan. Nous sommes une profession qui est digne, nous sommes une profession qui est debout, nous sommes une profession en mouvement. Je pense que vous allez le prouver, nous allons le prouver en revenant dès cet après-midi dans nos entreprises. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Pierre, bon retour à tout le monde, bon retour chez vous, dans vos agences, et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci à vous.